PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% IMO de Sud Radio, c'est tout de suite. Bonjour Marquez Ratti. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Cette semaine, on va parler de cambriolage. Cambriolage, comment bien protéger sa maison. On en parle avec Olivier Orps, il est directeur du marketing et de la communication de Vérissure. Et Céline Chailly, elle est rédactrice en chef à Maison et Travaux. 3687, c'est le chiffre de la semaine. À quoi il correspond? La réponse dans quelques minutes. Avec Michel Lecheneau, rédacteur en chef à Se Loger. Corinne Joly, on la retrouvera en seconde partie d'émission pour un coaching immobilier. Avec Corinne, on verra aujourd'hui où acheter dans le sud-ouest. Le bien coup de cœur nous sera présenté aujourd'hui par Marlene Herbeling. Elle est consultante immobilier chez Efficity. Enfin, le 48 secondes, Frédéric Fougera, directeur de la com du groupe Foncia. Avec Fred, on verra quelle est la différence entre tapage nocturne et tapage diurne. Mais pour l'instant, c'est le journal de IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Et on démarre ce journal avec une étude qui montre que les Français feraient du sport s'ils avaient une pièce de plus. Exactement. Près d'un quart des Français envisagent toujours de déménager pour vivre dans un espace plus grand. Selon un récent sondage Odoxa pour Equipia, c'est une société spécialisée dans la construction d'habitations légères. Quand on interroge les Français sur l'usage qu'ils feraient de ces mètres carrés supplémentaires, ils pensent plus détente que travail. Ainsi, pour un tiers d'entre eux, ils opteraient pour une salle, une pièce dédiée au sport. Ah, bonne nouvelle. On poursuit avec un appartement situé à Hong Kong qui a battu tous les records de prix au mètre carré. La Paris s'est donné. Yes. Un appartement neuf de 313 mètres carrés vient de se vendre à Hong Kong pour l'équivalent de 49 millions d'euros, soit un prix au mètre carré de 156 000 euros. Selon les médias locaux. C'est énorme, 156 000 euros. C'est énorme, oui. Voilà. Donc, le dernier record, il datait, lui, de 2017. Alors, pour finir, mon cher Philippe, vous allez nous raconter aujourd'hui l'histoire d'un jeune locataire indélicat qui a menti à sa mère et lui a demandé de venir l'aider à forcer la porte d'un appartement dans lequel il avait été expulsé quelques mois plus tôt. Oui, une histoire cocasse qui s'est passée à Château-Chinon lors du dernier confinement, c'est dans le Morvan, la Nièvre, et qui s'est conclue au tribunal de Nevers il y a quelques semaines. Un jeune homme de 22 ans qui était censé louer un appartement dont il n'avait jamais payé le moindre centime de loyer a prétexté à sa mère avoir perdu les clés et lui a demandé de l'aide à forcer la serrure. Sur place, la maman et son compagnon ont tenté d'ouvrir la serrure à l'aide d'une perceuse. Intrigués, les voisins préviennent les gendarmes qui finissent par embarquer mère, fils et beau-père. Le rejeton avait oublié de préciser à la mère qu'il devait plus de 5 700 euros de loyer et qu'il avait été expulsé de cet appartement. Il y a quelques jours, la maman et son compagnon ont été condamnés à suivre un stage de citoyenneté et à rembourser les dommages causés. Faites des gosses, qu'il disait, hein, mon cher Philippe. Ah oui, faites des gosses. Merci. Tout de suite, le Mac de la semaine. Guy Hockey, réseau de franchise immobilière présente Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Dans le Mac de la semaine, on va parler cambriolage aujourd'hui, Marc, mais là, c'est pas pour aller dans un appartement qui n'était pas payé. Et avec nous, le loyer n'était pas payé. Voilà, pour en parler, Céline Chailly, rédactrice en chef à Maison et Travaux, et Olivier Orps, il est directeur du marketing et de la communication chez Vérissure. Bonjour Olivier Orps. Bonjour. Est-ce que vous constatez une hausse des cambriolages en France ? Alors sur le long terme, depuis 10 ans, oui, il y a une hausse très nette. Il y a autour de 300 000 cambriolages aujourd'hui en France. Après l'année 2020, elle a été très particulière. Il y a eu une baisse à chaque confinement, au printemps et au mois de novembre. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'après le confinement, il y a un rebond. Par exemple, au mois de décembre, il y a eu 39% de cambriolages en plus par rapport au mois de novembre. Donc en fait, les cambrioleurs suivent le confinement. Ils suivent le confinement et les effets du déconfinement. Dès qu'on sort, ils rentrent. Voilà. Est-ce que dans les zones rurales, on a senti qu'ils étaient plus touchés que les villes ? Alors c'est aussi un phénomène de 2020. Il y a eu une augmentation des violences en zone rurale en 2020, 8% de violences en plus, alors qu'il y a eu une baisse dans les villes. Et chez Vérissure, on constate la même chose. On a eu 12% de demandes en plus d'alarmes en zone rurale. Donc on sent les alarmes étaient très une préoccupation des zones urbaines, et on se rend compte que maintenant à la campagne, eh bien, il y a un sentiment d'insécurité qui augmente et une demande d'équipement d'alarme qui augmente. Alors Olivier, on a beaucoup parlé dans Parle IMO ces derniers temps des squatteurs qui empoisonnent la vie de nombreux propriétaires. Comment les Français peuvent-ils se prémunir au mieux
contre ces squats qui se multiplient en ville, mais aussi à la campagne? Et ben, c'est quelque chose de peu connu, mais en fait, une alarme avec télésurveillance telle qu'on en a chez nous fonctionne très bien pour le cambriolage, mais fonctionne parfaitement pour les squats. S'il y a une effraction chez vous pendant que vous n'êtes pas là, ou une résidence secondaire, quelqu'un qui voudrait squatter votre maison, et ben l'alarme se déclenche. Nos agents de télésurveillance vont vérifier qu'il s'agit bien d'une effraction et vont appeler les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre vont venir très rapidement, et de même que pour un cambriolage, si c'est un squatteur, et ben elles vont le constater et elles vont arrêter les personnes. Donc, oui, parce qu'il y a 48 heures. Ça fonctionne. Ça. Bah voilà, ça sera fait en quelques dizaines de minutes, et donc bien sûr avant les 48 heures, avant laquelle il faut expulser le squatteur. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maisons et Travaux. Bonjour. Quels sont les dispositifs incontournables pour assurer la sécurité de son logement? Alors, une bonne sécurité de son logement, cela passe d'abord par des ouvrants ultra performants, les ouvertures, une porte blindée par exemple, et des ouvrants équipés de systèmes anti-dégondage ou encore de vitrage anti-effraction. Mais ça passe aussi par des systèmes de gestion des accès adaptés, comme par exemple la fameuse serrure multipoint. Donc en fait, il est vraiment important de vérifier ça d'abord, et puis ensuite, on peut compléter tout ça par des dispositifs de dissuasion, comme par exemple les caméras extérieures qui peuvent être équipées de sirènes et de projecteurs. Et on peut aussi, bien évidemment, s'équiper d'alarmes perfectionnées. Céline, d'ailleurs, quelles nouveautés ont été introduites sur le marché récemment ? Alors, moi, ce que je retiendrai, c'est la connectivité qui a changé pas mal de choses dans le secteur de la sécurité. Grâce à elle, il est désormais possible de piloter tous ces équipements à distance via son téléphone et même de créer des scénarios. Donc, on peut par exemple coupler une caméra extérieure avec des volets roulants pour déclencher leur fermeture automatique en cas d'intrusion. Et puis, on peut aussi, et ça c'est vraiment un gros avantage, jouer sur la simulation de présence. On sait que c'est très important de simuler sa présence. Et là encore, on peut par exemple remonter un volet roulant quand on est en vacances, c'est-à-dire qu'on est absent de son domicile, ou encore allumer l'éclairage pour faire croire qu'il y a quelqu'un dans la maison. Céline, quels sont les pièges à éviter quand on veut s'équiper ? Alors, moi, j'ai identifié 2 pièges. Déjà, faire attention aux équipements qu'on achète parce que le marché regorge de gadgets qui ont une efficacité limitée. Donc, bien faire attention aux équipements. Et puis, il faut aussi se méfier parce qu'il y a certains acteurs peu scrupuleux sur le marché qui font, par exemple, de la télésurveillance et qui font du démarchage téléphonique et qui poussent les particuliers à s'équiper de dispositifs qui ne correspondent ni à leurs besoins, ni à la configuration du domicile. Donc, il faut vraiment être très, très, très prudent. Merci de ces conseils. Et au niveau des prix, ça coûte cher de s'équiper ? Alors, on peut tout à fait s'en sortir pour un budget maîtrisé. Je vais vous donner quelques ordres de prix des fourchettes. Il faut compter à peu près une fourchette d'une centaine d'euros pour les équipements classiques, comme par exemple une alarme couplée à des détecteurs de mouvement. Donc là, on compte une centaine d'euros. Et puis, si derrière, on rajoute l'option télésurveillance, il faut compter à peu près, on peut dire à partir de 40 euros par mois pour un abonnement mensuel. Rapidement, Céline, qu'est-ce qu'on va trouver dans Maisons et Travaux qui paraît ce lundi 8 mars ? Alors, on a un dossier complet qui est consacré à la rénovation énergétique. Voilà, comment améliorer les performances de son logement tout en gagnant en confort. Voilà. Merci Céline Chahi, merci à tous les deux. Céline Chahi, rédactrice en chef à Maisons et Travaux, et Olivier Horp, merci encore à vous, directeur marketing et communication de Vérissure. Allez, on passe à Michel Leschneau, notre ami Michel Leschneau pour le chiffre de la semaine. Bonjour Michel. Bonjour Marc, bonjour à tous. Bonjour. Rédacteur en chef à Se Loger. Alors, on vous écoute pour le chiffre. Alors, 3 687 euros. Eh bien, vous savez à quoi il correspond, Marc ? Eh bien, non. Eh bien, il s'agit du prix au mètre carré en France dans l'ancien, et sur un an, il augmente de 6,6% pour s'établir à fin janvier à 3 687 euros. Alors, Michel, malgré la Covid, les prix des logements augmentent toujours.
Eh bien oui, tout à fait Marc, car c'est la pénurie de vendeurs qui contribue à faire monter les prix immobiliers, voire à les rendre inaccessibles à beaucoup de personnes dans les grandes villes. Mais il y a 26 ans, Marc, c'est-à-dire en 1995, c'était une autre histoire. La France n'était pas encore championne du monde, Marc, vous aviez encore des cheveux, on téléphonait avec un bebop et surtout le prix au mètre carré en France se limitait à 9 079 francs, soit 1056 euros. Ce qui nous donne, en 26 ans, une hausse de, tenez-vous bien, de 249% du prix de l'immobilier. Alors que sur la même période, le SMIC est passé de 953 euros à 1554 euros, soit 63% de hausse. Ça nous donne envie de remonter le temps, tout ça. Hein. Mais c'est surtout à votre femme qui aimerait vous revoir avec des cheveux. Ne critiquez pas les chauves, mon cher Michel Deschenaux. Michel, parce que Philippe, il est comme moi. Je pense qu'il y a 20 ans, il n'avait pas... C'est clair. Rien sur le caillou non plus. Mais Philippe, il est né sans cheveux, il est resté sans cheveux toute sa vie. Hein. Merci Marc. Michel. Merci Michel. On parle IMO, on marque une pause. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, le rendez-vous IMO de Sud Radio. On vous retrouve Marc avec Corinne Joly. Bonjour Corinne Joly. Alors Corinne, cette semaine, on va parler de tendances et de prix dans le Sud-Ouest. Sur PAP, je crois que vous avez observé que cette région était très dynamique. C'est quoi la tendance actuelle, générale ? Eh ben, comme vous dites, le Sud-Ouest, en effet, c'est très dynamique. Sur le début 2021, on observe une progression des recherches sur PAP par rapport à la même période de l'année précédente de plus 53% dans le Sud-Ouest, alors qu'au niveau national, on est à plus de 27%. C'est en fait la région la plus dynamique de France, puisqu'il y a quasiment 2 fois plus de progression que dans le reste de la France. Dans le détail, il y a une petite distinction entre l'ex-région Aquitaine. Oui, je suis désolée, je suis encore sur les anciennes régions. Moi, ça ne rentre pas. Bienvenue au club. Voilà. Donc l'ex-région Aquitaine, les recherches progressent de 51% et l'ex-région Midi-Pyrénées progresse de 58%. Donc on voit que les deux sont quand même très élevés. Alors justement Corinne, qu'est-ce que les gens recherchent particulièrement dans le Sud-Ouest ? Alors sur ce point, le Sud-Ouest ressemble au reste de la France. En ce moment, la tendance, c'est les maisons. Plus encore en Midi-Pyrénées, où les recherches de maisons ont explosé de plus 80% en un an, alors que les appartements ne progressent que de 23%. Voilà, les ordres de grandeur sont différents, mais la tendance est la même dans l'ex-région Aquitaine. Je vais dire ça pendant toute la chronique, hein, les ex-régions. Il y a plus 45% pour les maisons en Aquitaine et plus 7% pour les appartements. Donc là-dessus, on voit que c'est comme partout en France, les gens cherchent du calme, de la verdure, et du coup, la conséquence, c'est qu'on se détourne un peu des métropoles, puisque ce ne sont pas Toulouse et Bordeaux du tout qui enregistrent les plus fortes progressions. Au contraire, ce sont les petites et moyennes villes dans leurs agglomérations. Je vous donne les cas spécifiques de Toulouse. Toulouse, plus 22%, alors que la Haute-Garonne, dans son ensemble, fait plus 82%. Et il y a exactement la même chose en Gironde, où Bordeaux progresse de 17%, alors que la Gironde progresse de 125%. Ah oui, effectivement. Corinne, quelles sont les zones justement autour de ces deux métropoles qui progressent le plus ? Alors, en Gironde, on a des hausses de recherche, 2 fois plus de recherche quasiment dans des communes comme Gradignan, Libourne, Lormont, Villeneuve-d'Ornon, et puis bien sûr jusqu'au bassin d'Arcachon avec La Teste et Gujan-Mestras. Parmi ces communes, il y en a qui affichent des progressions de recherche aussi pour les appartements, par exemple Gradignan, Libourne et Villeneuve-d'Ornon. Donc là, on est vraiment dans la banlieue proche de Bordeaux. Il y a une explosion aussi bien des recherches de maisons que d'appartements. Par contre, quand on se rapproche du littoral, en général, les recherches sont plutôt sur les maisons. Et puis en Haute-Garonne, les plus fortes progressions, elles sont à Muret, à Blagnac, à Tournefeuille et à Colomiers. D'accord. Corinne, avant de s'intéresser plus en détail à ce que l'on recherche et à quel prix, est-ce que vous pouvez nous donner la tendance sur les autres départements du Sud-Ouest ? Alors, tous les départements d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées progressent sur un an. Donc, ça va de plus de 28% dans les Pyrénées-Atlantiques à plus 108% dans le Gers. Il y a 3 départements qui sont aux alentours de plus 100%, c'est-à-dire 2 fois plus de recherche que l'année dernière. C'est l'Ariège, les Hautes-Pyrénées et l'Aveyron. Donc oui, ce sont des départements ruraux. Alors attention, ça ne signifie pas que tout d'un coup, c'est les départements les plus recherchés de la région, puisqu'ils partent quand même de plus bas. Traditionnellement, les départements ruraux, il y a moins de recherche. Mais c'est quand même significatif et ça montre qu'en effet, la tendance, c'est toujours en ce moment la verdure. Bon, alors du coup, on achète où ?
Parce que ça, c'est bien gentil. Vaste programme, vaste Merci, région au merci, Corinne, pluriel. pour tous ces chiffres, mais on achète tout. Ah ouais. Alors, ça dépend évidemment de votre situation. Ce qui est bien dans le sud-ouest, c'est qu'il y a de toutes les ambiances. En fait, il y a de la montagne, il y a du littoral, il y a de la ville, il y a absolument tout ce que vous voulez. Mais évidemment, votre situation a probablement des contraintes. La première, en général, c'est la contrainte professionnelle. Si vous êtes actif, vous avez probablement des contraintes de ce côté-là. Et c'est ça qui va vous pousser à aller chercher du côté des métropoles. Et évidemment, la deuxième contrainte, même si on les adore, ce sont les enfants. Donc, est-ce que vous avez des enfants à scolariser, etc. Alors, si vous êtes une famille d'actifs avec enfants, c'est quand même en ce moment ceux qui recherchent le plus à déménager, eh bien, par exemple à Toulouse, si vous voulez quitter Toulouse pour acheter à proximité, vous pouvez opter pour Muret et ses alentours. Ça fait partie des villes qui progressent le plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une gare qui relie Toulouse-Matavio en 18 minutes à Muret. Donc, il y a de jolies maisons avec des fourchettes de 300 à 500 000 euros. Je vous donne un exemple et vous allez tout de suite vous projeter, je pense. C'est une maison de 189 mètres carrés avec une piscine couverte. Ah oui. Un terrain de 4800 mètres carrés pour 475 000 euros. Voilà, vous pouvez trouver ça sur Effectivement, PAP. c'est pas mal. Et si c'est Bordeaux qu'on veut quitter? À proximité immédiate, on voit qu'il y a la zone Bègles, Gradignan, Villeneuve-d'Ornon. Il y a des maisons pareilles, entre 400 et 600 000 euros, voire un peu plus à Gradignan, parce que c'est une très jolie ville. Mais on trouve aussi des appartements qui sont nettement moins chers et dans lesquels il y a quand même, vous pouvez quand même avoir pas mal de place. Par exemple, encore une annonce sur PAP, un appartement 5 pièces de 113 mètres carrés à Gradignan avec un grand balcon qui donne sur un parc à 340 000 euros. Donc c'est quand même vachement moins cher que Bordeaux. Mais Bordeaux, on se souvient que les prix avaient vachement augmenté avec l'arrivée de la LGV, j'y arrive. Bordeaux, ça va baisser? C'est vrai que les prix à Bordeaux, en 10 ans, ils ont quand même pris 60%. Donc aujourd'hui, c'est une ville qui est très chère, voilà. Et la nouvelle ligne TGV n'y est pas pour rien. Maintenant, les prix sont stables depuis environ 2 ans. La demande est moins explosive qu'avant, mais les recherches sont quand même encore assez importantes parce que ça reste une zone qui est très dynamique. Et un autre point important, c'est que dans Bordeaux, il y a quand même encore pas mal de maisons, plus que dans d'autres métropoles, en fait. Et ça reste très recherché, notamment les fameuses des shops. Ça marche encore très bien. Alors, Corinne, le sud-ouest, on le sait, c'est très très vaste. On ne peut pas parler de tous les départements, mais quand même, moi j'aimerais peut-être un petit mot sur le Pays Basque. Alors, historiquement, évidemment, c'est très prisé, en particulier le littoral. Et d'ailleurs, les prix sont vraiment pas donnés. Je vous donne un exemple. À Biarritz, on est quand même à 6 500 euros le mètre carré. Donc, par exemple, c'est plus cher que Bordeaux. Donc, c'est pas du tout là que les recherches progressent le plus en ce moment. Par exemple, Biarritz, les recherches sont stables, alors que l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques progresse de 40%. Donc, en ce moment, la tendance, c'est de reculer un petit peu dans les terres. Parce que les prix sont quand même meilleurs et qu'il y a aussi beaucoup de maisons. Et là aussi, je vais vous donner des exemples. Une maison de 1929 Art déco de style néo-basque à Sparren, 20 km de Bayonne, 420 mètres carrés. Donc c'est probablement pour faire des chambres d'hôtes, ou alors vous avez besoin de beaucoup de place. C'est sympa, Sparren. C'est Cambo-les-Bains qui est par là-bas. C'est pas très loin. Ouais, c'est ça. Espelette, tout ce. Absolument. Ouais. Voilà, un terrain de 2930 mètres carrés et un prix de vente sur PAP de 650 000 euros, ce qui fait 1500 euros du mètre carré. Donc, vous voyez, on est quand même vachement moins cher qu'à Biarritz. Ouais. Autre coin, à mon avis, à étudier, c'est autour de la ville de Pau. Là, on s'éloigne encore un petit peu, mais voilà, vous pouvez avoir. C'est une ville qui est sympathique et dans laquelle vous avez les avantages des villes moyennes. Exactement. Puis là, on en connaît des Palois de là-bas, des Palois, de la Plaine de Naï, de Lambaye. Mais aussi des Basques, des Biarros, des Bayonnais. Alors, effectivement, et on les salue tous, les Béarnais qui nous écoutent sur 102. On salue également nos amis basques qui nous écoutent, eux, par exemple à Bayonne, sur le 103.9. Merci beaucoup, Corinne Joly, pour toutes ces infos très précises, toujours comme d'habitude. On rappelle également que vous pouvez, vous aussi, chers auditeurs de Sud Radio, bénéficier de conseils en prenant gratuitement rendez-vous sur pap.fr avec un coach immobilier. Allez, tout de suite, on part dans la Loire, on part retrouver Marline Herbeling, elle est consultante immobilier chez Efficity. Bonjour Marline. Bonjour. Alors, vous avez un coup de cœur à nous présenter dans un petit village qui s'appelle l'Hôpital Le Grand, et c'est dans la Loire.
Oui, tout à fait. C'est une petite commune qui est située à 10 minutes de Montbrison et à 10 minutes d'Andrézieux-Bouthéon, donc qui est plutôt bien placé. C'est un secteur rural, plutôt calme. Et effectivement, on retrouvera cette maison qui est plutôt isolée, mais proche des écoles, dans un secteur très tranquille. On est sur une parcelle de 1400 mètres carrés. C'est un terrain qui est entièrement plat, puisque ça reste la plaine du Forêt. Donc c'est des terrains plats, clos. On n'a pas de proximité avec le voisinage et on est plutôt à l'abri des regards. Beaucoup de verdure, beaucoup de végétation, beaucoup chez les voisins. Donc tant mieux, on en profite, mais on l'entretient pas trop. Et dites-moi, ce trésor, il est à quel prix? Alors c'est une maison à 299 900 Ça euros. va. En plus, c'est un coup de cœur et un bon plan en même temps. Merci beaucoup, Marlene et Berline, consultante immobilier chez Efficity. Les images de cette belle demeure, on va la trouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de cette émission. On peut également appeler le standard 0826 300 300. Tout de suite, le 48 secondes. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, quelle est la différence entre tapage diurne et tapage nocturne? Bonjour Marc. Il y a tapage diurne quand les nuisances sonores sont causées au voisinage entre 7h du matin et 22h, et tapage nocturne quand l'excès de bruit a lieu entre 22h et 7h du matin. Pour qu'il y ait tapage, il faut qu'il y ait à la fois intensité, durée et répétition d'une perturbation ou d'une nuisance sonore. Alors si vous deviez faire exceptionnellement du bruit, prenez le temps d'en informer vos voisins à l'avance. Ça permettra éventuellement de prendre des dispositions à vos voisins et au minimum, ils apprécieront que vous ayez pris le soin de les prévenir. A l'inverse, si vos voisins font du bruit en permanence, au mépris de votre tranquillité et de votre santé, il y a tapage et vous pouvez agir. Idéalement, la démarche amiable est la plus simple, encore faut-il que le fauteur de troubles soit de bonne foi. Par exemple, quand un chien seul aboie toute la journée, son propriétaire peut parfaitement l'ignorer, il faut donc l'en informer. Mais si la démarche amiable est un échec, vous pouvez porter plainte pour tapage diurne ou nocturne. Vous n'aurez pas à mesurer vous-même le bruit, mais simplement à le signaler et à le faire constater par la police. Le contrevenant risque une amende immédiate de 68 à 180 €. Si le bruit répété est constaté par un huissier, l'amende peut aller jusqu'à 450 € et certains matériels comme des enceintes ou instruments de musique peuvent même être confisqués. Enfin Marc, le tapage peut aussi causer des préjudices. Pour une demande de réparation inférieure à 10 000 €, il faut saisir le tribunal d'instance et pour toute somme supérieure, c'est le tribunal de grande instance qui sera compétent. Merci Frédéric Fougera et on rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. On parle IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, mon cher Philippe, on va parler de mandat d'agence. Tout savoir, tout comprendre. Tout savoir, tout comprendre. Et d'ici là, bon week-end, mon cher Marc. Merci. Mais tout de suite, on va voir Natacha Harry pour vos animaux.